Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis ici ce matin pour l'opportunité pour la paix, la démocratie et la protection des droits humains dans l'espace CEDEAO. Pour ce panel, nous avons 4 personnes, un panéliste et 3 intervenants qui ne sont plus à présenter, tant chacun dans son domaine et dans la région s'est investi pour faire émerger ou renforcer la démocratie et l'état de droit. Monsieur Thierno Diallo, écrivain, dont le nom et l'histoire se mêlent à celle de l'évolution démocratique de la Guinée-Conakry, son pays, qu'il a rejoint en 2012, après des années d'exil, est aussi chroniqueur à ses heures perdues, animateur au journal Le Point Afrique. Monsieur Thierno est donc le panéliste qui va nous entretenir sur le thème entre fragmentation régionale et résilience institutionnelle, défis et opportunités pour la paix, la démocratie et la protection des droits humains dans l'espace CEDEAO. Mais avant de lui céder toute la place pour son intervention, je souhaiterais, si vous permettez, que nous nous levions pour lui faire un banc pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Merci infiniment. Vous avez toute la place, monsieur. Ici, pour le débat, pour le panel numéro 4. Et quand je relis le thème qui nous réunit ici ce matin, à savoir entre fragmentation régionale et résilience institutionnelle, défis et opportunités pour la paix, la démocratie et la protection des droits humains dans l'espace CEDEAO, je me dis qu'un constat se fait tout naturellement, c'est que, en ce moment, au sein de la CEDEAO, la fragmentation l'emporte sur la résilience institutionnelle, c'est évident. Et les défis sont bien plus nombreux que les opportunités, aussi bien pour la paix, pour la démocratie, que pour la protection des droits humains. Parlons de la paix déjà. Ceux qui ont fait des putschs à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey ont invoqué le terrorisme pour justifier leur coup d'État. Ils nous ont dit on fait ce coup d'État parce que les régimes qui sont là sont incapables de résister à la poussée des djihadistes. Nous, on va régler ce problème et ramener la paix. Le mot paix est là encore une fois. Et on se rend compte aujourd'hui que décidément, ces militaires qui ont pris le pouvoir sont encore plus insuffisants devant la poussée terroriste que les civils qui les ont précédés. Donc on est très très loin de la paix. La démocratie, parlons-en, décidément c'est un recul terrible, effrayant même, puisque ce qui se passe en ce moment au Burkina, au Mali, au Niger, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'au temps des régimes militaires des années 60-70. Au Mali, on a supprimé tous les partis politiques. Un conseil des ministres, un simple conseil des ministres s'est réuni pour offrir à Assimi Goïta un mandat de combien? De 5 ans, renouvelable, je ne sais pas combien de fois. Il peut faire 30-40 ans au pouvoir. Alors je ne vois vraiment pas où est la démocratie. C'est pareil d'ailleurs au Niger et au Burkina Faso. Quant à la protection des droits humains, vous savez très bien vous-même d'expérience que les militaires africains sont les mêmes bien placés pour protéger les droits humains. Au contraire, ce sont les principaux violateurs de ces droits humains. Donc j'ai l'impression que dans ces 3 domaines, paix, démocratie et protection des droits de l'homme, c'est le recul le plus total. On ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à ça. La CEDEAO a des problèmes. J'ai l'impression que le cas de figure devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui est unique.
C'est la première fois dans l'histoire qu'une de nos organisations panafricaines explose en plein vol. Jusqu'ici, c'est vrai, beaucoup d'organisations sont nées et sont mortes de leur propre mort, victimes de leur propre léthargie, et ne fonctionnant souvent que sur la routine bureaucratique, et rien d'autre en fait, parce que ces organisations-là n'ont pas beaucoup de contenu. C'est des slogans creux la plupart du temps. Et ici, on est au Sénégal, on a eu, entre la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, une organisation, très belle organisation qu'on a appelée l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. C'est une organisation, c'est la première en Afrique à avoir intégré dans son programme et l'intégration économique et l'intégration politique. C'était très, très, très beau sur le papier. C'est mort puisque malheureusement, les bisbilles internes, les conflits entre Sékou Touré et Senghor, ajouté à cela quand même les conflits, on était en pleine guerre froide entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire les Russes d'un côté, les Français de l'autre côté. Les Russes ont tiré d'un côté, du côté Sékou Touré, les Français ont tiré du côté Senghor. Le reste est mort de sa propre mort. Je vais vous faire une petite anecdote terrible. Un jour, en 1987, je me suis retrouvé à Labé. C'est à Labé que l'ORS a été créé. Dans la salle même où cette organisation a été créée, j'étais avec mon ami William Saskil, l'écrivain iconoclaste qui est mort. Il y avait une soirée, les gens dansaient dans cette salle où l'ORS a été créé, parce que tout est dégénéré chez nous très vite, évidemment. Tout d'un coup, il me montre une plaque sur le sol. Il dit, regarde ça. Je regarde, c'était marqué dessus, c'est ici que le 27 mars ou mai, je ne me souviens plus, 1968 a été créée l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Signé Ouldada, Senghor, Modibo Keïta et Sékou Touré. C'est cette plaque-là que les jeunes de la ville dansent le reggae. C'est pour vous dire ce que c'est que l'unité africaine pour nous. C'est là qu'on danse le reggae, c'est cette plaque-là commémorative. C'est comme on sait piétiner les symboles. Et n'oublions pas une chose africaine, c'est que depuis qu'on parle d'unité africaine, une seule fois, une et unique fois, l'unité africaine s'est réalisée, c'est quand le Tanganyika a fusionné avec le Zanzibar, pour donner la Tanzanie. Il n'y en a eu nulle part ailleurs. Partout ailleurs, c'est la fragmentation constante. Et au niveau des organisations panafricaines, et au niveau, même à l'intérieur des États. Aujourd'hui, aucun de nos États ne tient debout réellement. Au moindre truc, c'est l'explosion générale. Les causes sont nombreuses, évidemment, nos propres insuffisances. Insuffisance humaine, le leadership est encore mal acquis en Afrique, partout, à tous les niveaux. Et puis évidemment aussi le jeu pervers des grandes puissances, plus pervers que jamais, dans le contexte d'aujourd'hui où le monde né après la Seconde Guerre mondiale est en train de disparaître, un autre monde est en train de se mettre en place, et encore une fois, l'enjeu principal, le gâteau à partager, évidemment, c'est l'Afrique. On est presque à la veille d'une nouvelle conférence de Berlin, et j'ai l'impression qu'on est très mal préparé à y faire face. La CEDEAO est là, qui est un exemple, un très mauvais exemple, mais c'est un exemple à regarder de près sur lequel il faut beaucoup réfléchir. Je pense qu'il est temps de voir pourquoi nos organisations n'arrivent pas à fonctionner. Il est temps de voir quelles sont effectivement les causes principales, essayer de faire en sorte que ces organisations qui existent puissent vraiment jouer le rôle, puisque l'unité africaine n'est pas une coquetterie intellectuelle. On ne va pas ici répéter ce que disait Kwame Nkrumah, c'est une nécessité vitale. C'est vrai, c'est parce que faut quand même savoir une chose africaine. Nous sommes les seuls au monde à avoir besoin d'unité africaine. Elle n'est bénéfique que pour nous. Personne d'autre n'en veut. Les Français n'en veulent pas, les Russes n'en veulent pas, les Chinois n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas. Tout le monde nous aime bien tel que nous sommes, petits, divisés, misérables, payables et corvéables à merci. C'est ainsi qu'on nous veut. On est très bien comme ça pour eux. L'unité africaine ne servira qu'à nous-mêmes. Il faut bien le savoir. Et ça, il faut tirer une leçon de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Si cela fait tache d'huile, c'est l'Union africaine elle-même qui risque d'exploser en plein vol elle aussi. Et les questions sont nombreuses là-dessus.
on peut se demander si elles ont été vraiment correctement conçues, si les principes qui le gouvernent sont les bons, et surtout voir quel mécanisme mettre en place pour préserver les règles établies et aussi faire en sorte que ces règles ne soient pas à la merci du premier aventurier venu. Parce que violer les règles en Afrique, c'est l'exercice préféré de nos chefs d'État et de nos leaders, de ceux qui dirigent. Dans le cas de la CEDEAO, tout le monde sait très bien que la CEDEAO a été terriblement laxiste de tous les côtés. Du côté d'abord du respect de la Constitution. La CEDEAO a fermé les yeux lorsque les promoteurs du troisième mandat se sont manifestés. Moi, je suis guinéen, je sais que lorsque la CEDEAO, lorsqu'Alpha Condé a voulu se présenter au troisième mandat, la CEDEAO n'a rien dit. Très peu de choses. Elle a fermé les yeux là-dessus. Et si on ne peut pas fermer les yeux sur le coup d'État constitutionnel et les ouvrir sur le coup d'État militaire, ça n'a plus de sens après. Parce que les poursuites de Bamako, de Niamey et de Ouagadougou ont des arguments. Ah, vous avez laissé les Alpha Condé faire ce qu'ils veulent et nous, on fait un coup d'État, vous nous amenez, on se fout, comment ça va? On quitte la CEDEAO. Tout cela est à revoir. Et au cœur de toutes les questions que la situation dramatique de la CEDEAO nous pose aujourd'hui, il y en a une qui, à mon avis, est à la source de tous les problèmes que nous vivons en Afrique, c'est la question institutionnelle. Le principe même de l'institution. Comment penser des institutions correspondant à nos réalités historiques, culturelles et, j'allais même dire, mentales. Parce que malheureusement, jusqu'ici, les Africains se sont contentés du faire du copier-coller institutionnel colonial. On reproduit schématiquement les institutions, les structures institutionnelles de nos anciennes puissances coloniales. On n'a pas regardé sur l'héritage institutionnel africain qui existe. Tous les États africains qui ont eu des institutions, écrites ou pas, mais elles existent. Regardez partout. Ce n'est pas seulement le Kourou-Kamfouga, c'est tout. La charte des chasseurs Bambara, la constitution de Fouta Djallon qui était écrite, qui a posé le problème de l'alternance au pouvoir en 1727, avant la Révolution française et l'indépendance américaine. L'alternance était écrite. Chaque roi, 2 ans, pas plus. Il y a eu des heurts parfois, mais ça a fonctionné jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de pouvoir absolu au Fouta Djallon. Vous ne cherchez pas le nom du roi, vous ne le trouverez pas, c'est le texte qui était puissant. Pour la première fois, c'était un État basé sur des textes. Et le roi s'alternait au pouvoir. Il y a eu des heurts, il y en a eu qui ont voulu garder, comme les Africains aiment beaucoup le pouvoir, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher, mais ça a fonctionné à peu près jusqu'à l'arrivée des Européens. Regardez chez les Ashantis, il y avait un royaume très structuré qui fonctionnait sur la base aussi de l'alternance, jusqu'à ce qu'évidemment il y a eu des dérapages. Chez les Shona au Zimbabwe, au Congo, il faut regarder toutes ces institutions héritées de l'histoire africaine pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les adapter aux réalités modernes et faire en sorte qu'enfin nos institutions fonctionnent en adéquation avec nos réalités d'aujourd'hui. Deuxième règle, il faut quand même mettre enfin en place les mécanismes de protection de ces institutions, faire en sorte qu'elles soient appliquées. Jusqu'ici, nous, Africains, on s'est contenté de prescrire des institutions, un peu comme le médecin prescrit une ordonnance. Il nous faut quand même trouver des mécanismes pour faire en sorte que le malade puisse absorber la potion. Sinon, ça ne marche pas. Si chacun fait de l'institution ce qu'il veut, c'est qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'organisation panafricaine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre ensemble sans règles de vie précises et inviolables. La première des choses à faire, c'est avant de créer un État, on crée d'abord des règles. C'est ce que l'État a fait à Kourou-Kamfouga. Ils appliquaient les règles avant de mettre en place l'État. Et nous, les règles sont à la discrétion du chef de l'État. Il fait ce qu'il veut des règles établies. La Constitution, c'est une chemise que l'on porte, qu'on jette, qu'on coud à la dimension de l'homme du jour. Il faut cesser avec cette pratique, elle est néfaste et elle risque à la fin de faire exploser le continent tout entier et de mettre en pièces tous les projets, aussi bien nationaux que panafricains. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, M. Diallo. Donc, de votre intervention, on peut retenir qu'on a plus de défis que d'opportunités
et qu'on est un peu plus dans la fragmentation que dans la résilience. Lorsqu'on voit nos États qui individuellement ne tiennent pas vraiment et qui sont face à des défis institutionnels, à des questions de leadership et au jeu des puissances. Lorsqu'on revient à la CEDEAO, on entend bien que l'institution souffre de laxisme, de beaucoup de laxisme, et que nos choix ne sont pas toujours en accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre culture, avec notre histoire, avec nos héritages institutionnels. Et vous avez cité un certain nombre d'exemples, comme le Fouta Djallon, le royaume Ashanti, etc. Et vous avez parlé de la nécessité pour nos États de revoir un peu les fondements de la CEDEAO et d'appliquer un peu plus les règles dont nous nous sommes nous-mêmes dotés. Vous avez surtout insisté sur le fait que l'Union africaine ou l'Union des Africains ne profite qu'aux Africains. Il n'y a que les Africains qui en ont besoin et nous avons donc intérêt à travailler véritablement dans ce sens-là. Donc, pour résumer, il faut qu'on réfléchisse sérieusement sur pourquoi nos institutions ne marchent pas, quelles sont les causes et quel rôle devraient-elles assumer en vérité. Je m'en vais maintenant vous présenter les intervenants, les prochains. Et je ne peux pas parler de lui sans rappeler une anecdote. Donc, c'était lors d'une rencontre de concertation entre le gouvernement et la société civile. Et chaque ONG déclinait un peu son identité. Donc, on entend « tournons la page ». Feu le Premier ministre d'alors s'est quasiment irrité. Tournons la page, tournons la page. Tournez quelle page? Tournez quelle page? Eux seulement là, non. Eux seulement, ils ne sont pas dans la concertation ici, là. Ils ne sont pas dedans. Donc, bref, vous l'aurez sans doute compris, il faut du courage pour tourner la page. Et ce courage, doublé d'un engagement fort, le docteur David Ekwe Dossé, coordonnateur Tournons la page du Togo, et porte-parole du Front citoyen Togo Debout, qui est notre premier intervenant, en a à revendre. Et d'avoir fait le lien avec la nécessité de tourner la page, je crois que nous avons tous écouté le doyen Tierno, qui a démontré qu'il était important, compte tenu de la situation actuelle où, pour certaines raisons, nous avons des pays qui ont opté pour la fragmentation. Il est vraiment important que nous puissions nous investir afin de ramener une nouvelle page à écrire, un autre narratif à écrire pour notre continent et pour notre région. Si je tiens compte des éléments qui se présentent en termes de défis, notamment la paix, la démocratie et les droits humains, je suis totalement en phase vraiment avec la présentation qui nous a été faite, parce qu'il est évident aujourd'hui que cette séparation de la région, cette fragmentation de la région ne favorise pas la paix, elle ne favorise pas le respect des droits humains, elle ne favorise pas la démocratie. Il est important, face à ces différents challenges, que l'on réfléchisse et que l'on voit ce qu'on peut faire en tant qu'acteur de la société civile. Je vais essentiellement insister peut-être sur deux aspects ou deux concepts. La notion d'État, qui fait donc référence aux institutions, et le deuxième élément sur lequel je vais m'appesantir, ce sera aussi la gouvernance.
je vais commencer par la notion d'État. Je pense que nous n'avons toujours pas réussi véritablement à mettre sur pied des États. Et quand je parle d'État, je parle d'État avec des institutions crédibles, des institutions suffisamment résilientes pour que même si le diable descend dans un pays, les institutions sont tellement fortes que le diable ne pourra rien faire pour détruire le pays. Et cela se voit actuellement aussi bien dans les pays de l'AES, et le doyen a donné des exemples qui sont patents. C'est un conseil des ministres qui décide pour l'ensemble de la nation. Un conseil des ministres décide d'octroyer 5 années supplémentaires à un individu, fût-il chef d'État, sans en référer à la nation. Donc, où se trouvent finalement les institutions. Mais ce délitement des institutions ne se retrouve pas simplement dans les pays dirigés par des militaires, où on peut estimer que pour certaines raisons, on a décidé de mettre sous cloche les institutions. Prenez le cas d'un pays avec un pouvoir civil comme le Togo, même si on peut estimer qu'au Togo c'est un pouvoir militaro-civil. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en situation extrême face au terrorisme, mais on a décidé de changer une constitution, une loi fondamentale au Parlement. 87 personnes ont décidé pour 8 500 000. Les institutions, c'est aussi la justice. Et dans beaucoup de pays, on a le sentiment que l'institution judiciaire est devenue un outil de répression entre les mains de l'exécutif. Donc, autant de situations qui nous amènent à réfléchir sur l'État, la notion d'État. Où en sommes-nous? Quand est-ce que nous serons en mesure véritablement de bâtir des États fondés sur des institutions fortes? Donc ça, c'est vraiment le premier élément de réflexion. Je n'ai pas de réponse, mais je me rends compte que la fragmentation ne favorise vraiment pas la naissance de vrais États avec des institutions fortes. Le deuxième élément sur lequel je voudrais aussi intervenir, c'est la notion de gouvernance. Diriger un pays, c'est gouverner. Et il s'agit de façon simple de se servir des ressources dont dispose le pays pour favoriser l'épanouissement des populations et permettre le développement de la nation. C'est ce que des pays ont fait, et souvent j'aime bien repenser à l'exemple de la Norvège, qui, avant la découverte des ressources pétrolières et gazières, était un pays relativement à la traîne. Mais lorsqu'un pays comme la Norvège a découvert les ressources, nous avons tous vu le bond qualitatif qui a été fait pour la population, pour le développement de la nation. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes de richesse, c'est le 3e pays le plus riche par habitant, si on divise la richesse par habitant. Donc ça prouve que lorsqu'on dispose de ressources, on peut arriver à faire avancer le pays. Mais si, à contrario, dans des pays africains, ouest-africains, les ressources sont là, disponibles, et qu'on n'arrive pas à obtenir un tel niveau de développement, une telle avancée, c'est qu'il y a certainement un élément qui manque, qui fait que les ressources sont disponibles, mais qu'on demeure toujours pauvre. C'est là où moi j'inscris la gouvernance. C'est là où j'inscris la malgouvernance, je dirais, le défaut de bonne gouvernance. Et ça me ramène un peu à un travail que l'Union africaine avait réalisé il y a quelques années. Et en parlant de gouvernance, l'Union africaine avait insisté sur 4 piliers. Si mes souvenirs sont bons, c'est d'abord la légitimité.
pour pouvoir vraiment gouverner dans le sens des intérêts du peuple, il faut être un pouvoir légitime. C'est-à-dire, vous avez le soutien de la population, vous avez le soutien du peuple, et ensemble, vous donnez les orientations, et le peuple qui se retrouve en vous, vous incarnez vraiment le peuple, accepte et exécute. Donc la légitimité. La deuxième chose, c'est quand même la reddition des comptes. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays et estimer que vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, et que personne n'est en mesure de vous exiger des comptes. La troisième chose, c'est le respect des libertés fondamentales, le respect de l'état de droit, le respect des droits humains. C'est un élément également très important et qui renforce la légitimité. Parce que si vous foulez aux pieds les droits humains, souvent vous perdez votre légitimité. Et le dernier pilier, ce sont quand même les compétences. Il faut des gens compétents qui puissent intervenir et permettre à la nation d'évoluer. Voilà donc un élément particulièrement important qu'est la gouvernance, qui vient se greffer à la mise en place d'institutions crédibles pour permettre à la nation d'avancer. Donc voilà, je vais m'arrêter là en guise d'introduction, et je pense que dans les débats, on pourra revenir sur et la notion d'État et la notion de gouvernance. Merci. Merci beaucoup. Parler après une éminente personnalité, je dirais un baobab de l'intelligentsia africaine, est un fardeau très difficile pour moi. Donc, on note la persistance des coups d'État au Mali. En 2021, on en a eu 2, 2021, 2022, Burkina Faso, Niger et j'en passe. Des processus électoraux encore contentieux, le cas du Sénégal en 2024, le cas actuel même de la Côte d'Ivoire. Nous notons aussi des difficultés dans la libre circulation donc des personnes et des biens. Et il est aussi noté des crises sécuritaires avec l'expansion des attaques terroristes dans des pays qui jadis ne connaissaient pas du tout le terrorisme. C'est le cas du Bénin, c'est le cas aujourd'hui du Togo également. Nous connaissons le départ de certains pays. Après la Mauritanie en 2000, nous en sommes en 2024 avec le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, entre autres. Et aussi, ce qui est un peu inquiétant, c'est le soutien populaire des putschistes. On voit que si, supposons, il y a eu une impossibilité d'intervention de la CEDEAO au Niger, c'est parce que, quoi qu'on puisse dire, les militaires ont bénéficié de l'appui, de l'adhésion des populations, notamment les jeunes. Et dans la deuxième partie, la résilience institutionnelle, des mécanismes communautaires robustes, mais contestés. Vous savez, la CEDEAO, quoi qu'on puisse dire, fait partie de l'une des organisations sous-régionales les plus avancées, achevées, comparées aux autres. Mais n'empêche, la CEDEAO comporte maintenant des règles qui sont très souvent mises en mal par des États membres. C'est le cas, supposons, je vais aller beaucoup plus vite, malheureusement, de la Cour de justice de la CEDEAO, donc qui est prévue à l'article 26 du protocole de 1991, mais qui donne, en fait, qui permet un accès direct aux citoyens pour la défense de leurs droits humains. Et l'article 15.4 nous dit quoi? Que les arrêts sont obligatoires. D'ailleurs, raison pour laquelle il y a des exemples vraiment salutaires. C'est le cas au Sénégal d'un activiste qui s'appelle Hassan Diouf, donc qui a eu à porter plainte contre l'État du Sénégal, et la Cour de justice l'a donné raison et a en fait instruit l'État du Sénégal de lui donner des dommages et voilà, intérêts à hauteur de 20 millions de francs CFA. Il y a aussi le cas de l'invalidation du code électoral du Burkina en 2015. Vous savez, après cette tentative de modifier l'article 37, et lorsque les militaires sont venus au pouvoir, ils ont mis en place un code, mais pour écarter tout ce qui était avec Blaise Compaoré. Mais là, la Cour de justice a dit, mais non, c'est une violation donc patente du principe de participation politique et constitue une discrimination injustifiée. Cependant, mais même si on nous dit que la Cour, ces décisions sont obligatoires,
Mais dans les faits, non. Dans les faits, il y a des États membres qui ne respectent pas du tout. Je vous donne aussi l'exemple du Sénégal par rapport à la non-exécution par le Sénégal de la décision du 31 mars 2022 de la Cour relative à l'abrogation de l'arrêt de Maître Ousmane Ngom qui dit qu'au centre-ville de Dakar, il ne peut y avoir de manifestation. La Cour de justice de la CEDEAO demande à l'État du Sénégal d'abroger cette décision, mais jusque-là, l'État du Sénégal n'a rien fait. Et je peux vous donner aussi plusieurs autres exemples. Par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, passeport CEDEAO, carte biométrique, ce sont des avancées majeures. Malheureusement, nous constatons très souvent des difficultés. Je vous donne juste l'exemple de la fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin en 2019, où le Nigeria se lève un beau jour et dit que, mais écoutez, je ferme ma frontière avec le Bénin, avec des conséquences économiques terribles, majeures sur nous. Et je passe sous silence la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin aussi. Et le protocole additionnel, une avancée majeure également, mais qui est un instrument normatif de référence, malheureusement parfois qui est violé par des acteurs, par des États. Je vous donne l'exemple encore du Sénégal, où par décret numéro 2023-2152, le président Macky Sall a nommé en novembre 2023 une nouvelle équipe de la Commission électorale nationale autonome en violation de l'article 2 du protocole. Et d'ailleurs, cette décision a été annulée il n'y a pas longtemps, donc le 22 mai 2025, par la Cour suprême du Sénégal pour violation non seulement du code électoral, mais également des engagements internationaux du pays. Pour la troisième partie, repenser la CEDEAO. Défi à surmonter, la CEDEAO des jeunes et filles de son temps, oui. Pour moi, la CEDEAO doit être fille de son temps. Les jeunes font plus de 70% des populations de l'espace. Mais il y a une réticence des jeunesses vis-à-vis de l'organisation. Je ne suis pas forcément de ceux-là qui pensent comme hier qu'il y a juste une manipulation. Oui, il y a une manipulation, je suis d'avis. Mais tout de même, il y a une réticence quand même de certains jeunes vis-à-vis de l'organisation. La CEDEAO ferait mieux d'essayer de comprendre le pourquoi et d'essayer d'y apporter des solutions idoines. Donc la CEDEAO, me semble-t-il, n'a pas suivi l'évolution du mindset de sa jeunesse. Donc, ce qu'il faut pour les recommandations, une équité, on l'a si bien dit tout à l'heure, M. Diallo, des sanctions face aux coups d'État militaires et aussi des coups d'État institutionnels. Donc, et de dénoncer les violations graves des règles du jeu électoral et des libertés individuelles et collectives. Mais intégrer la limitation des mandats dans le protocole, ça a été un vœu pieux. Depuis 2014, il y a des chefs d'État qui en ont fait à un moment donné le combat personnel, mais malheureusement, jusque-là, ce n'est pas le cas. Il y avait des réticences, notamment avec Togo, Fomia Simbe, Macky Sall et le président de la Côte d'Ivoire aussi, mais il me semble que l'heure est venue que ces dispositions soient intégrées dans le protocole. Et mieux, il faut que la CEDEAO développe des mécanismes, mais visant à renforcer le respect de la limitation des mandats. Et enfin, la création d'un fonds, CEDEAO, jeunesse et droits humains, pour les jeunes défenseurs des droits humains. Je ne peux terminer, puisqu'on parle de jeunes, sans parler de la digitalisation. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. La CEDEAO doit vraiment s'appuyer sur des influenceurs modèles. Je dis bien modèles, pas n'importe quel influenceur, pas ceux-là qui insultent sur les réseaux, mais des influenceurs modèles pour toucher les cibles jeunes. Et je donne l'exemple de Moustapha Cisselo, qui à l'époque, quand il était le président du Parlement, mais il s'appuyait sur un influenceur sénégalais bien connu, pour pouvoir communiquer. Même si à l'époque, il y a des journalistes qui critiquaient cette initiative de Moustapha Cisselo, mais pour moi, au moins, ce monsieur a bien compris. Il faut toucher les jeunes. Et comment toucher les jeunes? Il faut passer par ces influenceurs-là. La CEDEAO ferait mieux d'intégrer la digitalisation, de digitaliser toutes ces activités, d'avoir un compte TikTok, d'avoir en fait tout ce que les jeunes aujourd'hui utilisent pour pouvoir toucher véritablement les jeunes. Donc, en conclusion, puisque madame m'a demandé de faire très vite, en 50 ans après sa mise en place, la
promesse d'une intégration économique et politique est aujourd'hui menacée. Entre des interrogations politiques, des engagements citoyens et défis sécuritaires, la CEDEAO doit choisir entre le statu quo ou la refondation. Pour rester un acteur incontournable de la paix, de la démocratie et des droits humains, la CEDEAO doit devenir la CEDEAO de sa jeunesse, une CEDEAO porteuse des valeurs de démocratie et de droits humains, et surtout une CEDEAO fille de son temps. Merci de votre aimable attention. Le constat est ici encore quasiment le même. On est face à plus de fragmentation que d'opportunités. Les fragmentations, ce sont les coups d'État, les processus électoraux sous tension, l'expansion du terrorisme, le départ qui commence à faire beaucoup de certains pays. On est quasiment à 4 pays aujourd'hui si on compte ceux de l'AES et de la Mauritanie. On a le soutien populaire le soutien que les populations accordent à des putschs apparemment. Et pour la question de résilience, c'est vrai qu'on dispose d'institutions solides quand on veut parler de la CEDEAO, mais il faut reconnaître que cette robustesse-là est contestée parce que quand on prend par exemple quand on prend le cas de la Cour de justice et quand on prend aussi le cas des passeports, des CENI et même des protocoles additionnels qui ne sont pas respectés véritablement dans leur mise en œuvre. En termes de recommandations, on a fortement insisté sur la digitalisation, sur le fait que la CEDEAO s'adapte à son temps et que la CEDEAO comprenne que l'Afrique est jeune et qu'elle commence donc à se mettre dans cette dynamique-là. Donc, où elle choisit de se rajeunir, si je veux dire ça comme ça, et de s'adapter, ou alors il y a des chances qu'elle périsse, si je veux reprendre le thème de notre conférence. Notre dernier intervenant est M. Thierno Souleymane Diop Niang, si j'ai bien prononcé. Géopolitologue, il est spécialiste des questions étrangères. Il est aussi un homme de médias, donc producteur, chroniqueur à RTS 1. Il est auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Sahel, épicentre géopolitique, figure au programme du concours d'entrée à l'Institut national de défense du Sénégal. C'est aussi le directeur général associé de Africa Azerty Group. Il est donc conseil en stratégie. Très cher, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, je dois faire comme tout le monde et présenter mes hommages au doyen Thierno Monundembo, que j'ai le plaisir de lire, et surtout que je m'appelle Thierno en plus. C'est un immense plaisir pour moi, mais aussi je salue toutes les personnalités qui sont dans la salle, que j'ai le plaisir de lire ou d'écouter, ou d'entendre et qui sont des guides pour la génération que nous sommes. Et je pense que ça va être très compliqué de prendre la parole à la suite de ces éminentes personnalités qui ont décliné un peu leur vision, en tout cas leur compréhension de ce sujet qui nous réunit ce matin. Alors, pour être dans la même dynamique, moi j'aimerais d'abord dire que c'est vrai que nous fêtons 50 ans pour la CEDEAO, mais je pense que 50 ans ou même 60 ans, ce n'est absolument rien pour un État. 60 ans, c'est peut-être important si, par exemple, on est dans le droit du travail ou c'est le terme pour quelqu'un qui travaille en général dans nos pays. Mais 60 ans, c'est peut-être un moment, une étape dans l'évolution d'un État ou d'une civilisation. Les grandes civilisations dans le monde, l'Amérique, la Chine, etc., se sont déclinées ou se sont construites à travers le temps. Je pense que donc la CEDEAO et l'Afrique en général, nous avons le temps. Le temps est notre allié et nous pouvons faire face aux innombrables défis qui sont là en train de se hisser sur le chemin et déterminer des solutions pour l'avenir. Maintenant, nous sommes, c'est vrai, en face aujourd'hui à
une situation assez complexe dans la région ouest africaine et notamment dans la CEDEAO. Et moi, si je glisse dans le sillage de la fragmentation, j'ai envie de dire que ce titre même porte un oxymore. Je suis à côté d'un immense écrivain. Oxymore dans la mesure où on parle de fragmentation et on fait l'intégration. C'est un problème. Et justement, cette fragmentation-là, elle est aujourd'hui nourrie ou irriguée par une polycrise que nous sommes en train de vivre dans la zone CEDEAO et principalement dans le croissant sahélien, avec ces crises constitutionnelles, voire ces discontinuités politiques que nous vivons au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Malheureusement, cette situation, elle arrive parce qu'il y a des causes à la fois historiques, mais aussi très, très lointaines. Aujourd'hui, on est en proie à des difficultés dans ces pays-là. Le doyen Thierno Moné Lumbo l'a dit à l'entame de ses propos-là. Dans ces pays-là, il y a eu des crises de gouvernance et donc des crises de confiance entre les populations et les gouvernants. Et malheureusement, ces crises ont abouti à une discontinuité institutionnelle, voire à des coups d'État. Et aujourd'hui, on voit des régimes kaki qui se sont installés dans ces trois pays-là. Malheureusement, même si au départ, on avait constaté, peut-être on n'avait pas soutenu, mais on avait constaté l'avènement de ces militaires-là, pensant qu'il y aurait un changement notoire, voire même substantiel, dans le vécu de ces populations-là. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une inconsciente installation, voire même une volontaire installation de ces régimes kaki-là. Mais malheureusement, il faudrait qu'on dise qu'il n'y a pas de blanc-seing qu'on doit plaquer sur ces régimes. Ils ne peuvent pas être là éternellement. Je pense qu'il faudrait peut-être à un moment qu'on revienne dans un ordre constitutionnel, parce qu'en réalité, c'est ça le sens de la démocratie. C'est-à-dire que c'est un peu la volonté du plus grand nombre pour être trivial. Et malheureusement aussi, cette fragmentation-là est aussi le fruit d'une ambiance insécuritaire dans la zone. La présence de groupes extrémistes, voire terroristes, surtout aujourd'hui dans l'épicentre, le Mali, et qui débordent aujourd'hui vers d'autres pays comme le Togo ou le Bénin. Et ceci est possible parce que nous vivons aussi une porosité de nos frontières, malheureusement. Et c'est pourquoi, au-delà même de la menace extrémiste, où nous avons uniquement une criminalité transrégionale et que subissons tous ces États-là. Et on l'a dit tout à l'heure, ces États qui subissent aujourd'hui une fragilité institutionnelle, voire étatique, parce qu'il n'y a pas malheureusement la présence des États, voire des institutions politiques publiques à tous les niveaux de ces États-là. Je pense que c'est fondamental. Et donc, malheureusement pour moi, c'est le défi que nous constatons. Mais peut-être pour ne pas aussi être très négatif, il y a cette fragmentation-là due à la situation qu'on vit, comme je le disais, dans le croissant sahélien. Mais il y a une résilience institutionnelle aussi. Et la CEDEAO, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, après 50 ans, elle résiste. Il y a des institutions qui sont là. Tout à l'heure, le docteur a parlé du protocole additionnel qui encadre aujourd'hui la dynamique, ou en tout cas la trajectoire de la CEDEAO, en tout cas pour ce qu'on peut dire de la démocratie, qui permet d'exciper des sanctions quand il le faut, et ce qui est légal, parce qu'on ne peut pas malheureusement accepter que tout se passe à l'encontre des préceptes ou des accords qui ont été mis en œuvre par les membres de la CEDEAO. C'est vrai aussi qu'il faut qu'on interroge un peu la dynamique de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, s'il y a le retrait des trois pays de l'AES qui aujourd'hui vise une autre dynamique, c'est parce qu'il y a des problèmes au sein de cette institution-là. Il y a véritablement un duopole entre la conférence des chefs d'État, qui est accusé parfois d'être un syndicat de chefs d'État, et l'animation permanente de la CEDEAO qui est dirigée par une commission, par un président qui malheureusement est dans une position infra-institutionnelle de la conférence des chefs d'État. Ça, c'est un véritable problème. C'est pourquoi aussi, lorsqu'on parle de la démocratie au sein de la CEDEAO, malheureusement, on note une démocratie électorale qu'on n'a pas encore véritablement dépassée dans nos pays-là. Parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement une célébration d'instant ou de suffrage.
elle va au-delà. Elle va dans une dynamique de prise en charge réelle des aspirations légitimes des populations, voire des attentes de ces populations, surtout lorsqu'elles sont jeunes. La frange majoritaire de la population de la CEDEAO et les jeunes, comme l'ont rappelé les différents intervenants. Et ça, c'est un problème. Mais au-delà de cette démocratie électorale, nous avons malheureusement parfois même des démocraties héréditaires, comme au Togo ou dans d'autres pays. Ça aussi, c'est un problème et qui nécessite un véritable changement de ton ou même de dynamique au sein de la CEDEAO. Alors, cette résidence institutionnelle, comme je le disais, étant, nous amène peut-être à ces défis persistants pour la démocratie et les droits de l'homme. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrive véritablement à l'application de ces protocoles, qu'on arrive peut-être à une tolérance zéro vis-à-vis de ces régimes qui sont en train aujourd'hui de s'installer, comme je le dis, volontairement au pouvoir, parfois à l'encontre même de la volonté des populations qui ont le droit de choisir leurs dirigeants. Et on est en train d'assister à une autre configuration de la politique dans la région ouest africaine. Il y a peut-être aussi, malheureusement, un déficit de redevabilité. On assiste parfois à 40% des résolutions judiciaires de la Cour de justice qui ne sont pas appliquées dans nos États, ce qui est malheureux. Mais aussi, dans un autre ordre d'idée, et pour moi qui est fondamental, c'est que nous sommes aussi aujourd'hui dans une insécurité sociale. Et quand je parle d'insécurité sociale, l'exemple que je peux donner, c'est l'insécurité alimentaire, avec aujourd'hui plus de 25 millions de personnes en crise alimentaire dans l'espace CEDEAO. Ça, c'est malheureux et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Peut-être pour terminer avec les opportunités et véritablement ce qu'on est en train de vivre dans la CEDEAO. Pour moi, la principale opportunité que nous avons, c'est l'opportunité démographique et principalement la jeunesse. La CEDEAO et les jeunes, elle va se rajeunir. Et cette jeunesse-là, qui exactement est au diapason des transformations numériques, comme l'a dit le docteur, mais surtout de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est importante, qui est utile, que nous devons comprendre, appréhender, parce que dans d'autres pays, ils sont en train de travailler, ils sont en train de penser comment utiliser l'intelligence artificielle pour non seulement transformer leurs économies, mais être dans la prospective pour penser comme, ou reprendre un penseur Paloma qui disait qu'il faut espionner l'avenir. Je pense qu'avec l'intelligence africaine, nous pouvons espionner l'avenir, comprendre les dynamiques politiques, socio-économiques qui arrivent pour la CEDEAO, les anticiper et peut-être en ce moment-là générer des solutions. On a parlé hier et aujourd'hui de la ZALECAF, zone de libre-échange, qui dans le principe est intéressant et important. Peut-être qu'il nécessite une configuration en phase avec nos réalités et pas de singer ou un mimétisme de l'OMC qui malheureusement a des limites. Et peut-être, dernier point que je veux aborder, et je conclus par là. Pour moi, la trajectoire de la CEDEAO dépendra de sa capacité à concilier fermeté institutionnelle et flexibilité opérationnelle, tout en restaurant la confiance citoyenne par des résultats tangibles en matière de sécurité humaine et de justice sociale. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur, je vais dire plus simplement Tierno, puisque l'autre c'est un peu compliqué à prononcer pour moi. Donc, de votre intervention, on retient que nous avons le temps. Nous avons le temps. 50 ans, c'est beaucoup, mais 50 ans, c'est peu, si je veux parler plus simplement. Nous avons le temps. Mais vous êtes revenu, vous aussi, sur la fragmentation et sur les défis. Oui, les défis. Fragmentation, crise institutionnelle, les causes sont historiques. Et elle donne lieu à une discontinuité institutionnelle qui pose problème. Lorsqu'on prend les 3 nouveaux États de l'AES, on se rend compte que finalement, ils semblent être là pour rester, pour durer, alors qu'initialement, ils étaient venus pour régler une question sécuritaire. Donc, il y a aussi, au niveau de cette fragmentation, la porosité de nos frontières, la criminalité transfrontalière. Et puis, en termes de défis, il y a la difficulté à appliquer les protocoles. Et donc, la difficulté à appliquer les protocoles. Il y a également la question de redevabilité au sein de la CEDEAO, où il faut interroger la dynamique interne
entre le politique et le technique, donc entre la conférence des États et la commission de la CEDEAO elle-même. En termes d'opportunités, on a dit que l'opportunité pour l'Afrique de façon générale et pour la CEDEAO, pour revenir au thème de notre conférence, c'est la démographie. Donc la jeunesse aujourd'hui représente un atout majeur pour nous et la CEDEAO gagnerait donc à, comme disait l'intervenant avant, à être collé à sa génération. Donc à vous avez le mot, à être fille, merci, à être fille de son temps. Donc défi encore, il faut qu'on arrive à appliquer, et vous avez insisté, les protocoles et à s'inscrire dans une tolérance zéro.